Un autre premier invité. Cette fois-ci, pour le podcast, on reçoit le corps arrière de l'université de Vanderbilt, les Commodores, un gars de Saint-Bruno qui a décidé d'aller jouer son fin de secondaire au Tennessee, qui a été recruté par les Commodores l'an dernier, qui vient de finir sa première saison. Jérémy Saint-Hilaire, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, et vous? Ça va super bien. Écoute, je suis vraiment content de te rencontrer et de te parler. Parce que même si tu n'as pas joué cette année, Vanderbilt a connu une saison quasi historique. Il s'est passé des choses incroyables. Pour moi, un des moments marquants de l'année, ben, vous l'avez vécu, vous l'avez créé. Puis je veux non seulement parler un peu de ton parcours football, mais aussi de ta saison. Puis à la fin, bien sûr, je vais avoir tes prédictions pour le championnat national. Tu sais. Ben oui, ben ok, ouais. Fait qu'écoute, Contre avec Max comment. Leblanc. Ben oui, écoute, on part ça de même. C'est chapeau de roue. Écoute, Jérémy, tu as joué ton secondaire au football avec les Dynamiques. École quand même bien réputée avec le Collège Charlemagne. Euh, Ton football, tu l'as commencé sur le tard. Tu as tripé football tout le temps. Tu es arrivé comme ça à jouer comme corps arrière. Comment, au juste? Ben moi, j'ai commencé le football à 7 ou 8 ans Ok. au Baron Saint-Bruno. Puis, ouais, ben moi, mon père, mon grand-père ont toujours joué. J'avais des amis au primaire qui jouaient aussi. Fait que là, j'ai commencé au Baron, puis j'ai tombé en amour avec le sport. Ça faisait partie de ma famille. Puis pour la position de carrière, je pense que j'ai commencé dès ma première pratique. Je me souviens que je voulais être un running back, mais la première pratique, je pense qu'on a fait un petit challenge de qui lançait le plus loin. Puis là, il fallait lancer dans un cercle ou quelque chose. Puis c'était moi qui l'avais gagné. Et depuis ce temps-là, je suis un carrière. Corps arrière maintenant avec une bonne stature, là, 6 pieds 4, 220 si je ne me trompe pas. Ouais, 220. Est-ce que dans ta famille, parce que c'est drôle, hein, dans l'épisode, on a aussi interviewé Christopher Fortin de Yukon, un garde. Puis il me dit, Ouais. tu sais, mon père fait 5 pieds 11, mon frère c'est 5 pieds 10, ma mère fait 5 pieds 8, lui 6 pieds 5, 320. Puis il dit, je sais pas ce qui s'est passé, on a comme sauté une génération. De ton côté, es-tu le géant de la famille ou la génétique jouait de ton côté? Ben, je suis le géant de la famille, mais mon père est comme 6 pieds 1, 6 pieds 1, quand même costaud. Mais, Mhm. mais c'est ma mère, je pense, que fait que je suis grand, elle est comme 5 pieds 11. OK. C'est ma mère, elle a joué au volleyball très longtemps. Mon père a joué au football. Fait que je pense que les gènes d'athlètes, ils viennent d'eux. Puis les deux sont grands, des épaules larges. Fait que, ouais, non, moi, c'est de mes parents. Quand tu as joué avec les dynamiques, donc tu te positionnes quand même comme un bon corps arrière, et là, tu décides d'aller à McAllen, au Tennessee, aller jouer. Dans le fond, c'est l'équivalent de ton secondaire 5 puis une sixième année de secondaire, prep school. Qu'est-ce qui a mené à cette décision-là? Comment tu as fait ton choix d'école? Puis comment l'adaptation s'est faite là-bas? Moi, quoi, je voulais partir aux États-Unis pour faire mon high school. C'était pour jouer D1. Je savais que si je voulais jouer D1, le meilleur chemin pour y arriver. Je, je dis pas que c'est pas possible du Québec, mais je dis que si tu vas jouer aux States, tu vas avoir plus de chances d'aller D1 parce que tu vas te faire plus voir par les universités et tout. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de partir. Et pourquoi Mekali? Ben, Mekali, tu sais, on envoyait des joueurs de CCL, ça faisait 2 ans, je pense. Je pense ouais, il y a eu deux vagues avant mon année que CCL envoyait des joueurs québécois à Mekali. Ça, OK. les premiers, c'était Kenzie Paul et Thomas Pilon. Mhm. Puis après ça, il y a eu d'autres gars. Et mon année, on était la troisième. Je pense que juste en parlant aux anciens de CCL qui étaient là-bas, je leur posais des questions, puis ça, ça avait l'air parfait. Tu sais, c'était une Mhm. très bonne école.
le programme de football est incroyable. Tu sais, ça allait me préparer pour D1. Puis ça, j'en étais sûr et c'est pour ça que je suis allé là. Tu sais, Candy Paul, on va s'en parler d'ailleurs, rendu safety à Duke. Ouais. Crème, vous êtes rendu une invasion québécoise dans le sud des États-Unis. Ah oui. Ouais, non, ça c'est. Non, c'est le fun. C'est le fun d'avoir plusieurs Québécois, puis même de la même école qui jouent D1 là, dans le même coin. Là. Mm. Écoute, fait qu'à Tennessee, l'adaptation a quand même bien été parce que tu as dominé au championnat d'État de Tennessee, nommé le joueur le plus utile, 4 passes de touche à ta dernière game, 309 verges. Euh, tu as clairement fait tes classes. Puis après ça, rentre le recrutement NCAA. Puis clairement, un recrutement NCAA venant du Québec ou un recrutement qui arrive des États-Unis, ça ne doit pas se vivre de la même manière. Tu sais, je parlais avec Alessandro Lorenzetti de Michigan qui s'est fait offrir par les Georgia de ce monde et Penn State, puis qui a décidé de prendre Michigan. Toi, tu as été approché par quand même quelques gros noms d'universités. Tu as participé aussi à des camps de Ah, football. Comment ça s'est passé? Parce que Vanderbilt, on s'entend que, bon, ils ont quelques gros noms de football qui sont passés. Je pense surtout à Jay Cutler, mais c'est pas réputé pour le football. C'est surtout une école réputée pour ses qualités académiques. Fait que ton choix s'est ouais. posé sur Vanderbilt. Pourquoi? Ben, moi, j'ai eu l'offer de Vanderbilt, puis j'ai eu d'autres plus petits offers, comme dans, dans le FCS. J'avais quelques écoles qui me disaient, genre, viens visiter, on va seulement t'offrir. Je m'étais fait approcher par Duke, Penn State et tout, mais ces deux-là ne m'avaient pas offert. Mais, fait que là, après que Penn State et Duke m'ont dit non, tu sais, moi, je- je- j'ai fait un pas en arrière. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai en ce moment? J'ai Vandy, et j'en ai d'autres aussi. Puis j'étais comme, Vandy, c'est dans le SEC, Mhm, la meilleure conférence au pays. C'est une des meilleures écoles au pays académiquement. Donc, quand je sors de là avec mon diplôme, ça va valoir plus que presque n'importe quelle autre école. mhm. Fait que je me suis dit que pour mon futur, c'était la meilleure place. Et je sais que je savais que Vandy allait devenir meilleur. Je, je le voyais quand je parlais à mes coachs, puis je le crois, puis je voulais en faire partie. C'est une Écoute, raison pour je vais te le dire perso. Je suis Vandy parce que je suis un fan fini du Cover Tree podcast. Je sais pas si tu connais. Podcast Non. américain qui parle de college football, mais l'animateur et le créateur, c'est Barton Simmons, Ah qui est ouais? ouais, Ben c'est le oui, ben oui, DG de c'est Vanderbilt. le GM, ben oui. Hein, fait que lui, il a parti ça avec un autre gars. Ça a comme levé pendant des années. Là, il est devenu DG. Fait que le podcast existe encore. D'ailleurs, le directeur du recruiting de 24/7, c'est lui qui est aussi dans cette émission-là. Mais tu sais, Barton Simmons, moi, je le connais, tu sais, back then. Puis, Ouais. c'est-tu lui qui t'a recruté? C'est-tu, par exemple, Tim Beck, le OC? Comment ça a fonctionné? Ben oui, ben, Barden, c'était un des gars qui m'avait recruté. Mais m- moi, parce que à Vandy, il y a eu un changement de coach offensif. Mhm. Fait que mon OC, mon coach de QB, coach de running back, O-line sont toutes partis. OK. Ça, c'est arrivé après que j'ai commit. Fait que ça, je m'étais fait recruter par les anciens coachs. C'est sûr que c'était quand même une grosse surprise. Je me souviens, j'ai appris la nouvelle le soir avant ma finale euh, en, à McCauley. Mais ouais, c'est sûr que ça, je m'étais fait recruter par Coach Lynch, qui était l'ancien aussi. Mhm. Puis là, ben, c'est sûr que moi, je voulais rester. Je croyais en Coach Lee. Je savais que les coachs qu'il allait amener, ça allait être des bons coachs pour moi, pour l'équipe, pour nous aider à gagner. Fait que, ouais, ça, c'était les anciens coachs, mais là, avec les nouveaux coachs, ça va super bien. Je pense qu'ils m'aiment bien. Moi, je les aime très bien aussi. Puis, Mhm. ouais, là, ouais, c'est ça.
Écoute, si tu attends d'en lancer une à Barton Simmons, il demandera s'il voudrait partager avec toi un oatmeal vodka. C'était comme un des running gags quand il y avait des grosses affaires dans le podcast qui allait boire ça, là. Ah ouais? Ouais, Oatmeal vodka. oatmeal vodka. Je sais pas, je suis pas sûr que c'est un Je choix vais demander. intéressant de boisson, mais bon, Non, ça a pas l'air super bon, mais ok. il va Je peut-être te vais faire demander. découvrir ça. Je vais demander. Je pense, dans un des podcasts, il avait parlé qu'il était un bouncer dans un show de Pantera un moment donné. Ça avait été assez épique, ça, avec. Là. Fait que si jamais ça tente d'avoir une petite discussion avec lui, je suis sûr Ah qu'il ben oui. va faire le lien avec le Cover Tree podcast, puis il va trouver ça pas Ben, mal je vais y drôle. en parler, c'est sûr. Fait qu'écoute, première saison à Vanderbilt, je suis persuadé que c'est des saisons qui sont difficiles, les premières saisons, parce que tu rentres dans le programme. Fait que non seulement tu dois tu sais, t'habituer à ton environnement, tes coéquipiers, tes coachs, le playbook, mais en plus, tu rentres à l'université nécessairement. Vanderbilt ont des niveaux standards académiques très élevés. Comment tu as vécu ta première année? Puis, tu étais encore dedans, en fait. Là, je veux dire, tu étais à ta deuxième session. Comment s'est passée cette première session-là à travers tout ce qui s'est passé? La session s'est quand même bien passée, mais c'est sûr que c'était vraiment pas facile. Tu sais, Mhm. la charge de travail qu'on a, c'est c'est pas comparable à ce que j'ai eu dans toute ma vie. Tu sais, je pensais être prêt pour ce niveau-là, mais j'ai réalisé après quelques semaines que ça allait être un long semestre. Mais comme, tu sais, c'est un long semestre, beaucoup de travail. Tu sais, pendant la saison, on se levait à 6h, 6h30, on est dans le building, on pratique en fait, on a des meetings à 7, on pratique à 9 jusqu'à 11h30. Puis après, j'ai les classes à midi et demi, 1h pour toute l'après-midi. Fait que c'est sûr que c'était pas super facile, mais tu sais, c'est qu'est-ce que j'aime, c'est qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Fait que ça, même si c'est dur, même si c'est pas facile, tu sais, j'aime ça, tu sais, c'est ça que je fais, tu sais. Quel programme? Parce qu'il me semble que Tennessee, c'est comme ingénierie un peu plus. T'es en quoi? Ben moi, j'avais commencé en pre-med pour devenir un physiothérapeute, mais là, j'ai fait un changement après quelques semaines. Le cours de chimie, ça allait pas super bien. Fait que j'ai changé de major. Là, je suis en économie. OK, cool. Ouais, ouais. On va parler de la saison de football. Une saison hallucinante pour Vanderbilt qui, je pense, on est obligé d'en parler. Là, la victoire contre Alabama à la maison, ramasse les poteaux, on te les amène c'est quoi, 3 kilomètres dans sa rue principale pour les dropper dans la rivière. Ouais, quelque chose comme ça. 3 km ou 3000. Ouais. Ouais, en tout cas, Ouais. une distance qui n'a pas Ouais, de bon ouais. sens quand même avec des poteaux ses épaules. Là. Ah, c'est long. Tu sais, avec le recul aujourd'hui, quand tu repenses à cette journée-là, à cette ambiance-là, qu'est-ce qui ressort le plus pour toi? Qu'est-ce qui ressort le plus pour moi? Je dirais juste comment personne pensait qu'on allait gagner. Mais ben, pas personne à l'extérieur de notre Ah ouais. building pensait qu'on allait gagner. Je pense que même nos fans, ils croyaient pas en nous, je pense, hein. Mhm. Mais je pense que l'équipe, nos coachs, on était les seuls qui savaient qu'on avait une chance de gagner, qu'il qu'il fallait jouer notre game, qu'il fallait jouer notre meilleur game pour pouvoir battre Alabama qui était ranké premier. Tu sais, c'était juste, c'était fou, tu sais, c'était juste incroyable. Tu sais, puis là, à la fin de la game, quand on gagne, tout le monde, tous les fans rush le field. Là, tu essaies de trouver ton coach sur le terrain, tu le trouves pas. Il y a plein de personnes qui prennent des photos avec toi, qui te sautent dessus. Puis je suis comme, j'ai même pas joué, mais ok, merci. Tu sais, là, non, c'était quelque chose de. C'était le fun, tu sais, c'était spécial. Si je me trompe pas en plus, vous en aviez profité pour troller un peu Nick Saban qui avait mis les commentaires comme quoi que la seule game facile à gagner dans la SEC, c'est d'aller jouer à Vanderbilt, puis vous l'aviez mis sur le gros board en plus à la fin du match. Ouais, ouais, Il je y a m'en un petit souviens de quelque ça. chose là-dedans aussi de le fun. Là. Ah, ben oui, c'est toujours le fun, c'est quand tu te fais trash talk, puis tu gagnes la game, tu sais, il faut toujours que tu le ramènes à la personne qui a dit du mal sur ton programme, tu sais. Mhm. Faut toujours que tu y rappelles.
avec raison, crème. Puis après ce match-là, écoute, déjà, là, tu sais, vous êtes sur une bonne lancée, vous battez Kentucky, Ball State, puis après ça, Texas se pointe, classé numéro 5. Puis Texas, ben, tu sais, vous allez jouer là-bas, c'est pas un environnement facile, puis vous perdez par 3 points, puis on dirait que c'était comme une consécration du programme. Ils n'ont pas juste battu Alabama par chance, c'est une équipe qui a du talent, puis qu'il faut prendre au sérieux. Puis je pense qu'on dirait aussi cette victoire, cette défaite-là contre Texas a comme donné encore plus de crédibilité à votre programme, non? Ouais. Non, non, c'est vrai. Cette game-là était chez nous. Mais, Ah oui, c'est vrai, je viens de le voir. ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais, ouais, non, c'est sûr que ça, je pense que cette game-là, on, on aurait pu vraiment la gagner. On aurait Mm. dû la gagner. Mais ouais, ça, je pense que ça l'a prouvé à tout le monde que Vanderbilt Football, c'est pas juste les petits frères du SEC, c'est pas juste les. Ah, c'est une victoire facile. Tu sais, on est là pour se battre, on est là pour gagner. C'est ça, c'est pas. On n'est plus les 2 victoires, 10 défaites, là. Dis-moi, troisième game de la saison. Vous jouez contre Georgia State. Je t'envoie ça comme ça. Ouais. Euh, Il y a peu de Québécois qui ont été capables de percer comme corps arrière dans la NCAA. On a ton exemple. Normalement, Jonathan Sénécal aurait joué à Connecticut si ça n'avait pas été de la COVID. Mais avant ça, là, pas beaucoup. Quand tu vas jouer contre Georgia State, de l'autre bord, il y a Christian Veilleux, qui n'est pas québécois, mais qui est franco-ontarien. Est-ce que Ouais. tu as eu la chance d'aller le voir puis de jaser un peu avec lui? Non, ça, moi, j'ai pas travel cette année. Ah, Je, ok, ok. fait que je devais rester ici puis regarder les matchs dans mon dorm. C'était pas super, mais non, après, j'étais pas content qu'on a perdu, mais j'étais content pour, pour Christian, tu sais, pour Christian, parce que tu sais, c'est un gars du Canada, c'est un gars on a le même QB trainer avec de QB Movement. Tu sais, j'ai pratiqué avec quelques fois, puis j'étais toujours genre, wow, ce gars-là est tellement bon, je veux être comme lui, tu sais. Mhm. Puis ça, je pense que j'étais content pour lui de le voir performer comme ça devant devant contre une équipe du SEC. Ouais. Ouais. Krim, je m'en allais te demander, c'est quoi l'environnement le plus hostile que tu as vu à date dans ta carrière, mais Ouais, ça a été Vanderbilt, Vanderbilt, puis Vanderbilt, là. pas mal, ouais. Mais Ouais, mettons, ouais. mettons, tu sais, quand tu es à Vanderbilt, tu es ces lignes de côté, puis il y a bien des grosses équipes qui sont passées par chez vous. L'équipe qui est rentrée sur le terrain, puis tu les as vus, puis tu as fait comme, oh boy, OK, ça c'est big boy football, là. Tu sais, ça c'est SEC football. À quel moment ça t'a frappé le plus? C'était Alabama. Ouais, c'était Mhm. la première. Ouais, quand, quand ils sont rentrés sur le terrain avec leurs équipements, j'étais comme, OK, là, on joue vraiment contre Alabama. Tu sais, tu sais, moi, dans ma tête, là, j'étais un petit gars du Québec qui check à, à la télé le National Championship. Tu sais, Nick Saban qui gagne toutes ces games-là. Tu sais, puis là, c'est rendu que je joue contre Alabama. C'est sûr que c'est drôle à dire, mais c'est la réalité. Mais ouais, sont gros. Ça doit, oui, mais ils recrutent aussi, là, tu sais, fait que il y a du Ouais, gros bonhomme dans ce coin-là, là. ouais, vraiment. Parle-moi de celui que tu secondes, Diego Pavia. Parce que je vais être honnête, là, moi, je suis un fan des Gators de la Floride. J'ai toujours été un fan des Gators. Ça fait presque 30 ans. Puis bien sûr, un de mes joueurs préférés, ça a été Tim Tebow. Ouais. Tim Tebow, qui était un corps arrière, qui avait du talent, mais c'était un leader extraordinaire. Puis quand j'écoute Diego Pavia parler aux médias, puis être sur le terrain, je revois Tim Tebow. Le même genre de vibe, de leader vocal, puis de gars qui mène la barque. Parle-moi un peu de lui parce que je le trouve vraiment inspirant. Non, c'est vrai, c'est exactement ça. Le gars, je pense que c'est le meilleur leader que j'ai vu de ma vie. Tu sais, le gars, euh, Diego, il est arrivé pendant l'été, puis il a pu ramener l'équipe ensemble comme ça n'avait jamais été fait à Vanderbilt. Tu sais, dans les années précédentes, nos coachs ils nous disaient on était moins bon parce qu'on n'avait pas de leader comme Diego. Tu sais, Mhm. Diego, comme tu as dit, c'est pas le gars le plus grand, c'est pas le gars le plus vite, c'est pas le gars
qui a le meilleur bras ou tout- toutes ces choses-là qui, pas qu'on s'en fout un peu, mais ils ont pas tant d'importance si tu peux vraiment jouer au football. Si t'es un dog, si t'es un bon leader, si tu fais les bons reads, si t'es smart avec le ballon, c'est qu'est-ce que Diego y est. Lui, c'est un gars, il veut, il va tout faire pour gagner. Même, tu sais, je pense qu'il est genre 5 pieds 10, tu sais, mais comme il fait les bons reads, il, il va baisser l'épaule, même pour un QB que c'est rare, ça. Mhm. Lui, il va baisser l'épaule, il va se battre pour toutes les verges parce qu'il sait que s'il fait pas ça, ce sera pas assez pour gagner. Puis je pense que Diego, c'est la raison pourquoi. C'est une très grande raison pourquoi on a autant performé cette année, tu sais. C'est vraiment lui qui a ramené toute l'équipe ensemble. Cool. Mm. Jérémy Saint-Hilaire, première saison maintenant dans les livres. Tu as clairement tu sais, le potentiel pour devenir un partant dans la NCA dans les prochaines années. L'an prochain, Diego sera de retour. Fait que Ouais. clairement, tu vas être encore second. Mais pour toi, c'est quoi la partie la plus importante dans ton développement? Mettons, là, quand on va rentrer au mois d'août et que les premières games vont arriver, pour toi, là, c'est quoi le Jérémy Saint-Hilaire de dans 6 mois va ressembler à quoi? J'aime ça, ça va être- Euh, je dirais un QB que mes coachs ont confiance en. Je veux qu'il ait confiance en moi pour que si Diego il se blesse, knock on wood, on veut pas que ça Mhm. arrive, mais si ça arrive, je veux qu'il me fasse confiance. Je veux qu'il dise t'es prêt, on t'a vu travailler toute l'off-season, te- tu lances mieux que l'année passée, tu cours plus vite, t'es plus fort, t'es plus smart, je veux juste améliorer toutes les parties de ma game. Surtout mental, je dirais, je veux vraiment apprendre le football à un autre niveau. Je veux apprendre l'offense, tout ce qu'il y a aussi de la defense. Puis, ouais, ça, je veux que mes coachs me fassent confiance pour me mettre sur le terrain. Ouais. C'est quoi les prochaines étapes? Là? Tu sais, spring training, ça commence quand? Ouais. Le spring, ça va commencer au mois d'avril, mois de mars-avril, je pense. Mais là, on a commencé cette semaine, en fait, les trainings d'hiver. Mhm. Fait comme le lundi, mercredi, vendredi matin à 7 heures, on a des entraînements pour 1 heure et demie. Mardi, jeudi, on fait de la course. Puis, puis là-dedans, tu sais, moi, faut que je rajoute 3, 4 périodes pour lancer. Peut-être racheter un petit peu de course, peut-être un petit peu d'agilité. Puis aussi, ouais, ça fait que c'est beaucoup d'entraînement. Là, je suis très fatigué, pas le mentir. Mais, euh, mais non, c'est le fun. Là, Ben, c'est une bonne ouais, fatigue. Là. ouais, ouais, c'est une très bonne fatigue. Là. C'est qu'est-ce qu'on aime. All right, on va parler un peu pour terminer de ce qui se passe dans la NCAA actuellement. Il y a eu des gros changements cette année en termes d'éliminatoires à 12 équipes. On se retrouve avec un championnat national lundi prochain. La première chose que je vais te demander avant même de parler du championnat national, c'est qu'est-ce que tu as pensé de ce nouveau format-là éliminatoire? Moi, j'aime ça. Le 12 équipes, j'aime ça. Je pense que ça donne plus de chance aux équipes que peut-être ils seraient fait pas rankés top 4 l'année passée. Tu sais. Mhm, J'aime ça. Ça peut créer des, euh, des histoires underdogs. Tu sais. Puis je pense que c'est bon pour nous, Vandy. Parce que même si on gagne toutes nos games l'année prochaine, tu sais, je pense même pas qu'on va être top 4 juste parce qu'on est Vandy. Tu sais. mhm. Mais non, j'aime ça. Ça donne une chance à plus d'équipes de prouver pourquoi ils sont les meilleurs au pays. Tu sais. Puis, euh, est-ce qu'il y a des choses tu sais, on parlait, mettons, des choses qui pourraient peut-être déranger. Moi, je me disais, je trouvais ça le fun d'avoir les matchs à la maison au premier tour, mais je trouvais pas ça correct qu'il y ait au deuxième tour, les équipes classées 1 à 4, qu'il n'y ait pas l'option d'avoir un match à la maison. Toi, y a-tu un ajustement quelconque que tu vois dans ce système-là que tu dis, ouais, si on ajustait ça comme ça, je pense que ça serait encore meilleur que ce qu'on a eu cette année? Ouais. Je sais pas, je savais pas ça, mais
Ouais, peut-être que donner une game à la maison pour les top 4, c'est sûr que peut-être que ça les aiderait, tu sais, ça Hmm. serait bon pour eux. Mais ouais, non, ça, j'ai pas vraiment de choses à dire à propos de qu'est-ce qu'il faudrait changer ou quelque chose là. Je pense je pense qu'il faut attendre un petit peu, 2 ou 3 ans avant de Hmm. vraiment savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer. Ouais. OK. Euh, je parlais avec Alessandro Lorenzetti qui, l'an dernier, a gagné le championnat national avec Michigan. C'était le deuxième Québécois de l'histoire à avoir une bague. La première, c'était Rob Edey à Miami en 2001, si je me rappelle bien. Cette année, c'est sûr qu'on a un Québécois qui va avoir une bague. Que ce soit Armel Moukam de Notre-Dame ou Maxence Crime de Saint-Bruno. Tu as probablement joué Ah avec, oui. je me Ouais, trompe-tu? ouais, on a joué ensemble au Collège Charlemagne, au OK. Dynamique. Ouais. Est-ce que tu gardes contact avec lui? Ah oui, ouais, ça, on se parle des fois, ouais. Puis, Ouais, mettons, là, dans les derniers jours, dernières semaines, avec le championnat national, est-ce que tu as pu le contacter? ouais, ben ça, ben je l'ai félicité pour s'être rendu, pour s'être, pour s'être rendu là. Puis ça, puis je souhaite qu'il gagne. Hey, c'est quand même assez étrange, hein, un gars avec qui tu joué au secondaire, avec qui tu t'es développé, puis il s'en va au championnat national. Peut-être qu'il il y a des bonnes chances qu'il soit encore sur les lignes de côté pendant le match, mais de pouvoir vivre cette expérience-là, un gars de Saint-Bruno, de chez vous, moi, ça me fait capoter de voir des Québécois qui se rendent où est-ce que vous êtes rendus. Euh, de ton côté, prédiction? Je ne sais pas pourquoi j'ai le feeling qu'avec Maxence, ça s'en va pas mal du côté d'Ohio State, là, Ouais, mais t'as raison. Moi, je vais avec Ohio State. C'est sûr, je pense ils ont sûrement la meilleure offense au pays. Ils lancent la balle comme ils veulent. Ils sont bons, tu sais. Puis c'est sûr que faut que je sois avec mon gars Max Leblanc, tu sais. tu vois Faut le que je match aller respecte. comment? Quand tu analyses ça avec ta tête de corps arrière un peu au niveau des défensives, tu attaquerais ça comment? Ben, j'ai vu quelque chose qui disait que Notre Dame il allait jouer du man. Avec Ça, Jeremiah Smith? c'est ça, c'est dangereux contre Ohio State. Donc, je pense que si Notre Dame joue vraiment du man beaucoup, on va voir des longues passes de Ohio State. Puis, sûr aussi, ils ont deux très bons running backs. Fait qu'il faut, ouais, je pense qu'il va falloir que Notre Dame il score beaucoup de points s'ils veulent Ouais, gagner. puis contre une bonne défensive de l'autre côté quand même, là. Ouais, ouais. Ils ont une très bonne Prédiction équipe. de, prédiction de pointage à peu près? Ouf. Euh, oh, ok, ouais. Je pense que je vais y aller quand même haut. 30, genre 34-28, quelque chose comme ça. Oh, OK, quand même. Un Ouais, match ouais, serré, là. faut quand même, faut une bonne game quand même, là. Puis, est-ce que vous allez regarder ça? Est-ce que vous vous êtes dit déjà une gang de boys de l'équipe de dire on se ramasse quelque part pour voir la game? Ah, ben oui, c'est sûr, ouais. Ça, on va se trouver une place, une grosse télé où on va l'afficher sur un mur avec un. Bon, on va l'afficher sur un mur, là, j'ai oublié comment ça s'appelle, là, mais. Mais, ouais, non, sûr, on va le regarder, c'est sûr. Ouais. Nice. Écoute, Jérémy, ça a été un réel plaisir de discuter avec toi. Je vais te souhaiter une bonne saison morte, des entraînements qui vont te permettre de te développer exactement comme tu veux l'être. Puis hâte de voir ton parcours dès l'an prochain aussi. Vanderbilt sera clairement une équipe à surveiller. Puis vous avez ouvert bien des yeux, puis ils sont mieux de rester ouverts parce qu'on ne doit pas dormir sur les Commodores en 2025. T'as raison. Ouais, merci beaucoup, hein. Merci, Jay. Ouais, bonne fin de journée. Salut toi aussi.